On est un petit peu en retard, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité tout de suite est Alexis Bouchard, il est secrétaire national des jeunes socialistes. Il nous a rejoint au micro de la matinale en direct. Je l'en remercie, bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci pour votre accueil. Alors, on va reprendre, comme chaque vendredi, on essaie de reprendre un peu notre sérieux pour parler politique et pour parler actualité. Il ne vous aura pas échappé que le président de la République fait une polémique. Actuellement, en tout cas, crée la polémique. Il a allumé hier soir la première bougie d'Hanouka en compagnie du grand rabbin de France à l'Élysée. Comment on pourrait qualifier cette image que renvoie le président de la République comme un coup de canif à la laïcité ? Un petit peu, effectivement. En tout cas, c'est une image qui n'est pas bienvenue pour la simple et bonne raison qu'il existe la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, en tout cas des religions et de l'État. Et à l'heure où actuellement, en tout cas, les tensions religieuses sont exacerbées, à l'heure où les tensions sociales sont aussi exacerbées, on fait des procès d'antisémitisme, d'islamophobie, bref, à beaucoup de gens, beaucoup de tensions émergent et les dernières manifestations ces dernières semaines le montrent bien, les tensions s'exacerbent et dans ce contexte, il est plutôt malvenu effectivement de promouvoir ou de rendre possible le fait de fêter une fête religieuse dans une institution républicaine et pas des moindres, puisque c'est le palais de l'Élysée, le palais de la présidence de la République, qui est la maison de tous les citoyens français et pas seulement des juifs. Et quand bien même nous respectons effectivement dans le principe de la laïcité toutes les formes de religion, en tout cas leurs pratiques, l'État ne subventionne pas tel type de religion, ne promouvoit pas tel type de religion. La République, elle est sociale, elle est indivisible, elle est laïque, elle est démocratique. Et ce principe constitutionnel s'adresse d'abord et en premier lieu aussi au président de la République qui doit rester de facto laïque et promouvoir la laïcité qui est pour nous, pour moi en tout cas, un principe et une valeur fondamentale. Alors, ce qu'on a vu, hein, ces images, c'est aussi, on pourrait dire, une maladresse politique. Oui, c'est une maladresse politique et c'est peut-être, je n'allais pas dire voulu, mais en tout cas, c'est peut-être une volonté là de vouloir peut-être s'excuser du fait, effectivement, parce que Emmanuel Macron a beaucoup été accusé, notamment de par son absence à la marche contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine et de racisme dernièrement, à l'appel de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et de Gérard Larcher, président du Sénat. Il n'en est pas moindre qu'il ne fallait pas pour autant, effectivement, organiser une fête religieuse à l'Élysée. Il fallait plutôt, à défaut, voilà, adresser, disons, une forme de soutien en termes de communication, peut-être par voie écrite, à nos concitoyens de confession juive qui effectivement subissent davantage d'attaques. On l'a vu à Paris, mais aussi un petit peu partout dans le monde, depuis notamment l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas à l'encontre de l'État d'Israël. Bref, il ne faut pas tenter, en tout cas, d'exacerber les tensions qui s'accroissent, qui augmentent malgré nous. Et il faut, en tout cas pour le président de la République, puisque c'est tout de même un personnage important de l'État, c'est pas des moindres, faire preuve voilà, d'un peu plus de pondération, de sérieux et de vouloir au maximum rassembler la nation qui est, je le crois, malheureusement de plus en plus divisée de par les tensions qui s'exacerbent vraiment depuis plusieurs semaines. Alors les tensions, elles s'exacerbent aussi dans le monde politique et à gauche en particulier, on constate qu'il y a des voix dissonantes à LFI par exemple. On voit le Parti Socialiste, alors on va en parler évidemment, et on en avait déjà parlé il y a quelques semaines à ce micro avec vous, mais on voit qu'il y a une fracture de plus en plus visible, elle ne se cache pas cette fracture. Et puis, il y a les mots de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux, et il y a la réponse, j'allais presque dire du berger à la bergère, en tout cas la réponse du président de l'Assemblée nationale, qui a eu des mots, comment dire, assez populaires et assez directs pour dire à Jean-Luc Mélenchon de se taire, ferme ta gueule. Est-ce que c'était digne du président du Sénat? Est-ce que M. Larcher a eu raison finalement? Non, je ne le crois pas. On peut tout à fait avoir disons des
des divergences politiques à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Nous, les socialistes, on a notamment fait remarquer à nos camarades de la France Insoumise, avec qui nous sommes alliés depuis les législatives de 2022, qu'effectivement il y a un problème de méthode, mais pour autant on ne va pas s'amuser sur les plateaux télé, à l'heure justement où les tensions sociales s'exacerbent, notamment en politique, de pouvoir s'insulter, s'invectiver, que ce soit effectivement sur les plateaux, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il en va quand même, parce que Gérard Larcher, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même le deuxième homme de l'État, le président du Sénat, de faire preuve d'un peu de sérieux, en fait. Et en cela, Gérard Larcher s'attaque tout de même à un principe fondamental qui est la défense du front républicain, parce que à l'heure où l'extrême droite, effectivement, galope dans les sondages et où on voit de plus en plus dans nos quartiers, dans nos bourgs, dans nos villages, des ratonnades qui s'organisent par des groupuscules d'extrême droite ou d'ultra-droite, comme on pourrait le dire, il en va de sa responsabilité aussi de faire preuve d'un peu plus d'apaisement quelque part, et on peut effectivement faire preuve avoir des divergences avec Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas pour autant un ennemi de la République comme ça l'est pour l'extrême droite. C'est un adversaire politique pour Gérard Larcher sans doute, je le crois, mais ça ne l'oblige en rien, ça ne l'autorise en rien à effectivement se permettre d'insulter en direct. Et à ce titre, quand bien même j'exprime des divergences avec Jean-Luc Mélenchon, en tout cas sa méthode et les camarades de la France Insoumise qui le suivent, je lui apporte mon soutien dans ce cas, puisque effectivement, entre républicains, entre démocrates, on doit faire preuve aussi de solidarité, et face effectivement à l'extrême droite qui monte, nous devons faire preuve, en tout cas pour les républicains que nous sommes, d'un peu de sérieux, et en tout cas d'unité, d'un front vraiment des républicains, des démocrates, pour défendre aussi une certaine idée de la démocratie qui est quelque part aussi atteinte par les propos de Gérard Larcher dernièrement. Alors une démocratie chahutée, et puis des Français qui se tournent, vous le disiez à l'instant Alexis Bouchard, qui se tournent parfois vers d'autres partis politiques. C'est le cas du Rassemblement national. Un sondage qui a été lancé, une étude Verian Epoca pour nos confrères de France Info et du Monde, fait ressortir que pour la première fois depuis 1984, les Français sont plus nombreux à penser que le Rassemblement national ne représente pas de danger pour la démocratie. Ils sont 45% à le penser, et il y a quand même 41% qui pensent que c'est encore un danger pour la démocratie. Et puis, toujours selon ce sondage, il y a aussi l'adhésion aux idées du Rassemblement national, qui représente pour la 7e année consécutive 33% des Français qui adhèrent aux idées du Rassemblement national. Presque le record de 2014 où c'était 34%. Je vous ai posé souvent la question ici, je la pose parfois, et j'interroge aussi les responsables du Rassemblement national qui bien sûr ont une autre vision des choses, mais est-ce que c'est de nature à vous inquiéter, cette adhésion aux idées du Rassemblement national ? Bien sûr, et elle participe, en tout cas elle est la conséquence du processus de normalisation qu'a opéré Marine Le Pen et Jordan Bardella, quelque part, son poulain, pour faire en sorte que le Rassemblement national soit considéré comme un parti comme les autres. Or, ce n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti fondé par Jean-Marie Le Pen, qui a été connu pour ses propos, notamment sur le point de détail concernant la Shoah. Il a manifestement fondé son parti en lien avec des nazis, des SS, et ça se sait. Marine Le Pen entretient d'ailleurs toujours des liens assez étroits avec un certain nombre de groupuscules d'extrême droite, et on le sait, qui, aux côtés notamment d'autres organisations, je pense notamment à Reconquête, Éric Zemmour et des Jeunes avec Zemmour, organisent, ou en tout cas dans un silence complice, permettent, tolèrent que disons-le franchement, des néo-nazis, des fascistes puissent descendre dans la rue et intimider les gens en pleine nuit à coups de discours racistes lors de ratonnades, en voulant aller chercher des Arabes, des Noirs, que sais-je, pour leur en mettre sur la gueule. C'est les mots qui sont utilisés. En tout cas, c'est vraiment très grave. Et en fin de compte, je ne crois pas que dans les idées de Marine Le Pen, et en tout cas dans sa doctrine, de par le parti Rassemblement national, il y a une volonté là de changer la vie des gens, en tout cas de façon sérieuse. Le parti Rassemblement national est un parti qui divise les Françaises et les Français, de même que Reconquête, qui d'ailleurs a créé il y a quelques jours
on va le dire aussi assez franchement, une milice, un groupe de sécurité, disons, de militants qui est censé organiser la sécurité du parti Reconquête, et ils vont en faire, disons, la preuve, la démonstration pour la première fois aujourd'hui à Saint-Malo, puisque Éric Zemmour est attendu à Saint-Malo dans la journée, et je le dis, on le répète, Éric Zemmour, Reconquête et les groupuscules galvanisés, excités par son organisation Reconquête politique ne sont pas les bienvenus en Bretagne, sur notre territoire, qui est une région évidemment ouverte et prise à la solidarité, à l'hospitalité, qui sont totalement en contradiction avec les valeurs portées par toutes ces organisations. Et nous appelons, nous socialistes, nous l'avons fait aux côtés des autres organisations de jeunesse de gauche en ce qui concerne l'Ille-et-Vilaine, puisque vous le savez, il y a eu quelques semaines une ratonnade organisée par le groupuscule l'Oriflamme, qui est un groupuscule fasciste implanté dans le Grand Ouest, en lien notamment avec les jeunes avec Zemmour. La dissolution pure et simple de ces groupuscules qui attisent la haine, qui attisent la violence, et je le dis aussi à titre personnel, cette fois, je pense qu'il faut engager potentiellement la dissolution de partis politiques à l'instar de Reconquête, puisque son fondateur, Éric Zemmour, a fait la démonstration auprès de la justice, puisqu'il a été condamné à de multiples reprises pour haine raciale. Il faut pouvoir le rendre inéligible, il faut pouvoir dire à un moment stop, la République est en danger. Les images qu'on a vues de ces groupuscules qui déferlent dans les rues nous choquent, nous mettent en colère. Il va falloir que tous les républicains, disons, que nous sommes, doivent passer aux actes et non plus aux paroles. Il va falloir aussi qu'on exprime notre responsabilité pour mettre sous surveillance ces groupuscules et les dissoudre. Il en va de la sécurité de nos concitoyennes et des concitoyens, et surtout de la sauvegarde, de la pérennisation de notre démocratie qui est mise à mal aujourd'hui. Alors, il y a un sentiment, c'est le terme employé d'insécurité. Seulement, voilà, la sécurité, elle est visible, elle est vécue par des Français. Là, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit au micro de Bretagne 5, évidemment, mais simplement d'essayer de comprendre. Est-ce que, justement, c'est pas aussi une faillite des différents gouvernements qui se sont succédés, d'avoir un petit peu mis sous le tapis ces histoires de sécurité, d'avoir peut-être un peu oublié que c'était pas forcément une idée incompatible avec la gauche, par exemple, de vouloir faire en sorte que les citoyens puissent vivre tranquillement, sans être agressés ou autre, et que finalement, eh bien, ces partis s'emparent, j'allais dire, de ces questions de sécurité, et on pourrait aller jusqu'aux questions d'immigration. Bien sûr, et c'est disons une question qui découle de celle finalement des services publics. Là où l'insécurité grandit, on a souvent tendance à stigmatiser les quartiers, mais c'est aussi le cas dans nos villages, en milieu rural. Ici, on le connaît bien. Disons que cette vision du service public, elle et donc de la sécurité quelque part, qu'importe les territoires dans lesquels on habite, elle est importante pour la gauche, si bien que ça a toujours été les gouvernements de gauche qui ont augmenté les moyens des services publics, notamment pour la sécurité au cours des quinquennats précédents. Et il faut rappeler tout de même que c'est durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy qu'on a vu pas moins de 10 000 fonctionnaires en moins, disons, dans notre pays, et ce qui a participé de la police de proximité également, entre autres, qui participe aussi à ce déclin, à cette sécurité qui finalement, malgré les discours de la droite, n'est plus une véritable priorité pour eux. Emmanuel Macron avait annoncé, je crois, l'engagement de 9000 fonctionnaires de police au début de son quinquennat. On arrive péniblement à 2000 fonctionnaires à l'heure actuelle, après 7 ans de mandat maintenant. On voit bien que, y compris même dans les milieux ruraux, il y a un plan pour construire un certain nombre de gendarmeries, et j'en connais un certain nombre en Ille-et-Vilaine qui vont être construites, qui vont être aidées dans les prochaines années, et c'est heureux. Mais il faut aller plus loin, il faut réengager aussi de l'argent public, de la puissance publique, remettre des services publics dans les territoires, partout, dans nos quartiers, dans nos bourgs, dans nos villes, pour apaiser et effectivement amener de la sécurité chez des concitoyennes et nos concitoyens qui n'ont plus que marre des fois d'aller au travail la boule au ventre, avoir peur de faire ses courses tard le soir parce que effectivement il peut y avoir du narcotrafic dans un quartier. Bref, il faut ramener du service public partout, tout le temps où on peut, et c'est la gauche en l'occurrence qui, de par son bilan mais aussi de par ses propositions, veut tendre à ça.
Alors comment pouvoir ramener du service public avec les moyens qui sont les moyens de la France aujourd'hui ou des régions, parce qu'il y a certains services publics qui concernent également les régions, et c'est le cas en Bretagne. Comment ramener ces services publics sur les territoires? En zone rurale aussi, vous parliez de narcotrafic, il a lieu aussi en zone rurale. Comment faire pour ramener ces services publics? Comment investir massivement et rapidement? Il y a une demande. Eh bien, moi, j'incombe la responsabilité principalement à l'État, puisque les collectivités territoriales, moi je le vois à Rennes, pour le cas que je connais, Nathalie Appéré, la majorité de gauche, engage de nombreux moyens pour lutter contre ce phénomène de narcotrafic, pour aussi, disons, lutter le plus efficacement possible contre l'insécurité. Pour autant, on le sait bien, les collectivités, nous sommes dans un pays jacobin, centralisé, où toutes les décisions et tous les moyens s'agglomèrent, se trouvent à Paris pour la plupart, et à défaut effectivement de pouvoir tout gérer bien en ce qui concerne les collectivités sur les territoires, qui sont les plus à même de connaître les réalités du terrain, il faut que l'État prenne à bras le corps cette question de l'insécurité, ou à défaut donne des moyens aux collectivités pour qu'elles puissent permettre d'éradiquer ce phénomène et permettre à chacune et à chacun de pouvoir vivre en sécurité. Mais ce cas que nous connaissons à Rennes ou plus largement en Bretagne, y compris même en milieu rural, vous l'avez rappelé, c'est un phénomène qu'on le retrouve partout en France, mais il en est la conséquence d'un problème singulier qui est celui des compétences et des moyens accordés aux collectivités pour assurer un minimum de services publics dans nos territoires. Et pour permettre qu'il y ait du service public dans tous les territoires, y compris en milieu rural, dans les quartiers, dans les bourgs, dans nos villes, il faut donner plus de moyens à ceux qui ont la capacité de pouvoir s'attaquer frontalement au phénomène de l'insécurité. Alors il y a l'insécurité et puis il y a aussi l'immigration. C'est la loi qui arrive à l'Assemblée nationale lundi. Cette loi immigration, on a entendu beaucoup de choses dessus. Une loi qui était trop sévère, puis pas assez sévère, puis à nouveau trop sévère. Enfin voilà, l'Assemblée nationale va trancher. Et il y a ce cas de l'AME. On a vu cette levée de bouclier des médecins qui ont dit si on supprime l'AME, nous on continuera à soigner gratuitement. Ceci dit, on entend dans nos campagnes souvent les gens qui disent ben oui, les migrants arrivent, ils ont droit à tout et nous on a droit à rien. Est-ce que c'est aussi un phénomène qui fait monter l'extrême droite par exemple? Disons, c'est des discours qui exacerbent effectivement les tensions et qui en tout cas permettent de poser des images dans la tête des gens. Il va falloir aussi faire preuve un peu de pondération, de sérieux dans tous ces discours, puisque la réalité des choses, c'est que en fin de compte, on l'a bien vu, la réalité de ce projet de loi initial ne prévoyait aucune mesure pour améliorer l'intégration, et c'est bien ce sujet qu'il va de défendre en fait, de s'atteler en priorité, de porter, puisque effectivement c'est là aussi que ça rassure les gens, disons, de plutôt parler d'intégration plutôt qu'effectivement les uns vont nous remplacer, que sais-je. Enfin, ça c'est vraiment des discours assez haineux et je dois le dire plutôt racistes, qui visent effectivement à encore diviser les gens. Mais disons que le gouvernement, et en tout cas épaulé par la droite sénatoriale dernièrement, n'a pas favorisé, aidé à faire preuve de sérieux, de pondération dans ce débat. Il faut rappeler quand même que le projet de loi, il vise plutôt à exclure qu'à inclure. On dit, au début, il voulait que le gouvernement, qu'on soit gentil avec les gentils, c'était les mots de Gérald Darmanin, et méchant avec les méchants. Or, depuis le début des débats, on voit que sont engagées une politique d'éloignement qui repose sur une délivrance massive des obligations de quitter le territoire français. Voilà les fameuses OQTF. Tout à fait, que l'apprentissage de la langue française est un prétexte pour avoir la nationalité française et donc avoir accès à des droits plutôt que de favoriser l'intégration, que la dégradation du droit d'asile aussi a été engagée avec la fin de la collégialité de la Cour nationale du droit d'asile. Tout ça, c'est des véritables problèmes. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a besoin de ce projet de loi pour favoriser l'intégration. Or, vous l'avez rappelé, la droite sénatoriale a ajouté des horreurs au peu de bons points qu'il existait dans ce texte, avec, vous l'avez cité, cette fameuse aide médicale de l'État qui a été supprimée, mais
que les députés socialistes, en tout cas une majorité de députés, ont réintégré au texte en commission, et c'est heureux, mais voilà, il va falloir aussi que nous bataillons de façon assez sévère, que nous soyons présents à l'Assemblée nationale pour tenter et surtout parvenir à des victoires. Nous sommes déjà parvenus sur l'AME à obtenir un certain nombre de victoires, mais surtout faire preuve de sérieux, de pondération, et de ne pas, disons, faire terminer la détricotation du texte par la droite sénatoriale, qui plus est, enfin on va se le dire franchement, Gérald Darmanin est un ancien issu des LR, c'est un conservateur assumé qui joue avec les fantasmes de la droite dure et de l'extrême droite. Il va falloir que, en l'occurrence, nous on porte des propositions de bon sens pour favoriser l'intégration des migrants, des réfugiés qui arrivent sur notre territoire, parce que c'est un phénomène qui est, j'allais dire, naturel. On ne pourra rien faire contre les phénomènes d'immigration, il y en a toujours eu, et plutôt que de vouloir stigmatiser et de reporter le problème plus loin, il va falloir faire un certain nombre de propositions pour régulariser les travailleurs sans papier, pour favoriser les cours de français, pour favoriser l'intégration, de permettre à chacune, à chacun d'avoir droit d'accéder aux biens, aux droits les plus primaires, que ce soit au logement, à l'emploi, au transport, à la santé, à la sécurité, à la vie familiale privée sécurisée. Bref, faire preuve aussi de solidarité face à un phénomène que nous devons gérer et que nous ne devons pas reporter plus loin. Alors, il y a une forme, je disais, de perception d'une injustice sociale. On a beaucoup de gens dans la précarité. Je ne prendrai pas le terme français de souche, j'insiste beaucoup. Je prendrai des Français qui sont là depuis longtemps, ou d'autres qui sont évidemment français nés sur le territoire français, et qui se disent, ben oui, nous on n'a pas forcément la perception des mêmes droits. Est-ce qu'il va falloir aussi travailler d'un autre côté pour qu'il y ait une plus grande justice sociale, plus grande équité entre ceux qui sont là en France et ceux qui arrivent? Bien sûr, la justice sociale est un long, fastidieux combat qui est porté depuis longtemps par les socialistes dont je suis, et il va falloir aussi faire preuve d'unité quelque part. Je veux dire, en l'occurrence, on a beaucoup l'occasion de fantasmer quels sont les droits, quelles sont les véritables réalités subies, vécues par les réfugiés et les migrants qui arrivent dans notre pays. Pour la plupart, ce sont des travailleurs qui veulent tant bien que mal s'intégrer au sein de la République française, en y envoyant leurs enfants à l'école de la République, en payant des impôts, en étant contribuables. Et il va falloir aussi cesser avec tous ces fantasmes de la droite et de l'extrême droite qui visent à stigmatiser, à répandre la haine et à diviser les Françaises et les Français. Sur la justice sociale, un certain nombre de réfugiés comme de Français de nationalité, d'origine, on peut le dire ainsi, sont pour la plupart, disons, de plus en plus pauvres, parce qu'il en va de la conséquence de la logique libérale portée par le gouvernement depuis un certain nombre d'années, où les plus riches finalement sont de plus en plus riches et où les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et que l'on soit réfugié français ou non, qu'importe, il va falloir faire un travail assez sérieux pour valoriser, disons, les travailleuses et les travailleurs, en augmentant le SMIC, en augmentant les petits salaires, en proposant l'indexation des salaires sur l'inflation pour ne pas perdre en pouvoir d'achat, en proposant, parce qu'on peut parler de plus en plus de gens à l'heure où l'hiver arrive, ont de plus en plus faim ou froid, parler de bouclier énergétique, de panier repas alimentaire pour garantir la sécurité alimentaire de toutes et tous. Bref, un certain nombre de propositions que nous portons et que nous allons défendre dans le cadre effectivement de cette défense de la justice sociale. Elle s'adresse aux Français comme aux non-Français, parce qu'il en va aussi de la dignité humaine finalement, et c'est ce en quoi nous devons nous engager. Et je tiens aussi à citer quand même l'une des rares victoires que nous avons à l'Assemblée nationale, puisque nous sommes minoritaires, mais tout de même nous arrivons à faire passer un certain nombre de propositions. Les députés socialistes, il y a quelques semaines, ont réussi à faire voter une aide pour les fêtes de fin d'année qui vont arriver à destination des familles monoparentales, une aide de 100 à 250 euros pour l'ordre de la fourchette pour ces familles monoparentales qui sont de plus en plus délaissées, qui vont passer effectivement des fêtes un petit peu plus tristes peut-être que d'autres. C'est une victoire, une petite victoire, mais une victoire dont nous sommes tout de même fiers. Il faudra aller plus loin, et pour ça, effectivement, nous allons devoir faire preuve d'autres
proposition, de convaincre et de peut-être un jour gagner. Alors gagner, c'est aussi, et ce sera ma dernière question, il nous reste les 3 petites minutes, gagner, c'est aussi des élections européennes. Hein. Voilà, la campagne se lance, j'allais presque dire tout doucement, en slalomant dans l'actualité qui était assez dense, mais néanmoins, ces élections auront lieu dans 7 mois. J'imagine qu'au Parti Socialiste, on est dans les starting blocks, on se prépare, et que déjà les grandes idées sont posées. Bien sûr, la Convention Europe que nous avons clôturée cette semaine a posé effectivement les principes de notre programme. Nous sommes pas peu fiers d'avoir l'un des programmes les plus à gauche des partis socialistes et sociaux-démocrates européens. Nous allons le porter au sein du Parti socialiste européen pour faire en sorte, c'est notre slogan, de faire basculer l'Europe du néolibéralisme au socialisme écologique. Et effectivement, nous allons lancer prochainement notre campagne, allons à la rencontre des Françaises et des Français pour convaincre au maximum et dire aussi que le programme du Parti socialiste et la stratégie du Parti socialiste est la plus à même aujourd'hui de faire basculer l'Europe à gauche. L'Europe est souvent décriée parce qu'elle est libérale, technocratique, un petit peu au-dessus des préoccupations des citoyens et des citoyens. Elle est en passe à une 30aine de sièges, si je ne dis pas de bêtises, de passer à gauche. Et le vote utile, le vote pour permettre effectivement de changer la vie des gens, de passer, de faire véritablement la justice sociale, de s'attaquer à la crise climatique, de faire une Europe plus démocratique, plus sociale finalement, c'est le vote Parti socialiste et les propositions du Parti socialiste, puisque si on augmente effectivement nos sièges et qu'on arrive à passer au-dessus de la droite, ce sera véritablement une révolution au sein de l'Union européenne et du Parlement européen, et nous aspirons à cela et nous serons effectivement sur le terrain pour convaincre le maximum de nos concitoyennes et nos concitoyens. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Alexis Bouchard, je rappelle que vous êtes secrétaire national des jeunes socialistes et on continuera à parler de l'Europe. Vous reviendrez au micro de la matinale, bien évidemment, puisque la campagne s'annonce et qu'on ouvrira évidemment l'antenne de Bretagne 5 pour cette campagne européenne. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.